tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Tout un plaisir de vous retrouver toujours pour une aventure renouvelée, annoncée à grand renfort médiatique pour le 17 décembre, le procès du dossier à scandale financier, ici ces services dignes de l'affaire Madoff à la Béninoise, bien entendu, s'est effectivement ouvert à la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme retransmis en direct sur les ondes, il alimente désormais toutes les conversations avec des révélations accablantes à couper le souffle, diffusées à longueur de journée. À la barre, outre les maîtres à penser du dossier de haute personnalité, procureurs, officiers de police judiciaire, ministres de la République ayant servi à divers niveaux de responsabilité au moment des faits. Chacun y va de son déballage. Un procès historique se soulage nombre d'observateurs. Simple one-man show tempère d'autres. Loin des querelles, de crochets et de la polémique ambiante, mesdames, messieurs, 100% Bénin pour ce numéro-ci voudrait s'attarder sur le sujet, sur ce plateau, pour nous entretenir dans un instant une voix qui compte sans doute dans cet outil. Il est l'un des avocats de l'une des chevilles ouvrières de la dite initiative ICC Service. Lui, l'annonce, maître Paul Cato Atita, que nous allons retrouver dans un instant. Et ce sera autour du thème Criette et affaire ICC Service. Un procès de plus ou un tournant décisif pour la manifestation de la vérité. Déjà donc sur ce plateau, maître Paul Cato Atita, technicien de droit, avocat au barreau du Bénin. Comme je l'ai annoncé, il était l'un des avocats du très en vue cheville ouvrière de l'initiative appelée affaire ICC Service de Monsieur Guy Arplogan. C'était son nom. Il est aujourd'hui intervenu plus d'une fois déjà à l'ouverture de ce procès. Maître Paul Cato Atita, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Le plaisir partagé. Mesdames, Messieurs, c'est un visage qui a été remarquablement absent durant l'ouverture de ce procès. On appréciera pourquoi, avec l'invité tout à l'heure, ça va être sans doute l'une des questions phares à aborder au cours de cette émission que j'aurai à conduire avec mon confrère Kodovi à Métonon. Ce sera donc une co-animation. Kodovi à Métonon à nouveau, bonjour. Oui, bonjour Joël Etodji. Bonjour également à Maître Cato Atita qui a souvent honoré ses engagements avec la chaîne et il faut le lui reconnaître. Ça c'est vrai, c'est même pas évident. Merci. Alors Maître, comme bande de Béninois, vous avez suivi, c'est vrai, Joël l'a rappelé, vous avez été, ou du moins vous êtes avocat de Guy Arplogan, mais tout au long de ce procès, on vous avez encore vu à la Criette, mais vous avez suivi comme bonhomme de Béninois et praticien de droit ces 5 jours d'audition. Comment avez-vous vécu ces moments d'audition? Disons que je dois préciser qu'il y a 7 ans bientôt que je me suis mis en retrait par rapport à ce dossier dans lequel je reste constitué naturellement pour des raisons qui me sont personnelles. 7 ans. 7 ans. Vous êtes mis en retrait. En retrait. Mais vous êtes toujours constitué. Oui, je n'ai jamais envoyé une lettre de déconstitution. Je n'ai jamais été déconstitué non plus. Est-ce qu'on peut comprendre? Je vais peut-être en arriver là et expliquer. Bon, allez-y. Non, mais je réponds à la préoccupation de votre collègue pour dire que de loin, comme tout Béninois, j'observe le procès, l'ambiance. Pour la première fois, un procès retransmis en direct par la radio nationale dans notre pays, je crois bien. Et j'ai connu des procès aussi importants, mais qui n'avaient jamais été retransmis. Il y avait le procès d'Amadou Cissé ici, mais qui n'avait jamais été retransmis. Disons que ce qui caractérise ce procès dans cette retransmission, ce sont les déclarations qui viennent l'une après les autres et qui sont d'une certaine gravité, je pense, et qu'il aurait fallu cadrer et relativiser pour que le procès ait son intérêt réel. Cette innovation vous dérange? L'innovation ne dérange pas, mais c'est plutôt les paroles qui sont lancées par les uns et les autres dans l'opinion et l'orientation des paroles
et qui sont de nature à laisser paraître que, c'est-à-dire, c'est un procès d'intérêt, mais il ne faudrait pas affaiblir l'intérêt du procès. Il faudrait donc encadrer les paroles, les situer dans le contexte réel, les déclarations, je vais dire. Là, ça fait la deuxième fois que vous le dites. Oui, recadrer. recadrer. Mais qui le fait? Qui joue ce rôle-là? C'est le juge qui recadre. Sinon, ce que les gens sont en train de dire à la criette, ce n'est pas nouveau. Hein. Devant tous les tribunaux pénals, un prévenu, un accusé, d'abord, il n'est pas contraint à la vérité. Qui n'est pas contraint? Le prévenu, oui, qui comparaît, il n'est pas contraint à la vérité. Il peut dire tout ce qu'il veut. Et il peut même mentir. Ah bon? Ah oui. Ça fait partie du jeu aussi? Ça fait partie du jeu, il peut mentir. Mais pourtant, le juge dit la vérité, toute la vérité. Non, le prévenu, lui, ne prête pas serment, justement. C'est le témoin qui prête serment. L'accusé ne prête pas serment, le prévenu ne prête pas serment. Donc, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais c'est plus au juge qu'il revient chaque fois de le ramener à l'ordre, de lui faire comprendre que voilà mon dossier que j'ai. Mon dossier parle de ci, parlez-moi plutôt de ça. C'est au juge qu'il revient de lui dire, mais celui-là que vous, chaque fois, vous tentez de ramener dans la procédure, écoutez, monsieur, parlez de vous-même. Celui-là, il n'est pas concerné par l'affaire qui est devant moi. Donc, nous sommes habitués à ça et c'est ce que très fréquemment les juges nous apprennent. C'est ce que nous avons appris aussi à faire avec eux. C'est peut-être ça qui a manqué au début de la procédure, ici à la criette, et qui a laissé ce désintérêt un peu dans l'opinion pour dire que qu'est-ce qu'ils veulent, c'est un procès contre quelqu'un. Je reviens pour dire il m'a semblé de loin qu'il a manqué un cadrage par rapport aux déclarations. Il a manqué un cadrage. Oui, sinon, le prévenu à la barre dit toujours ce qu'il veut. Il peut mentir, mais c'est le juge qui le ramène à l'essentiel. Avant d'avancer un peu plus dans le dossier, c'est important de savoir, avocat, depuis 7 ans, dans ce dossier, dites-vous, vous restez dans le dossier, mais officiellement, vous êtes retraité. Ça arrive à quoi? Ça s'entend sous quel angle? Si les hommes de droit peuvent facilement comprendre, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre à travers cette option? Non, il arrive que quand vous êtes dans une procédure, et pour des raisons données, lorsque vous voyez peut-être que la procédure, il a des points de divergence, ou il a des attitudes qui vous choquent de la part du client ou de quelqu'un, mais nous sommes attachés à notre indépendance, nous sommes attachés à notre dignité professionnelle. Et lorsque vous voyez qu'au plan de morale professionnelle, quelque chose ne va pas, vous pouvez vous mettre en retrait vous-même. Surtout lorsque vous n'êtes pas seul. Si vous êtes 2, 3, 4, les autres continuent, il n'y a pas de problème. Vous mettez en réserve. Donc, je me suis mis en réserve comme ça depuis septembre-octobre 2011. Voilà. Ils étaient nombreux, comme je le disais, à s'attendre à vous voir, parce que vous avez pris des positions qui vous ont mis comme l'avocat vedette dans ce dossier pour le sieur Guy Aplogan. À la barre, on ne vous a pas vu. C'est vrai, vous l'avez souligné tout à l'heure, pour des raisons qui vous sont propres. Mais pour la suite d'un procès attendu par toute une nation, n'était-ce pas important de se présenter tout au moins à l'ouverture, dire que vous êtes toujours dans le dossier? Non, je ne pouvais plus continuer. Et si j'étais là-bas, au regard de certaines de ces déclarations, je n'avais pas autre choix que de m'excuser auprès de la cour, d'enlever ma robe et de sortir de la salle, tout simplement. Parce que vous savez, nous avons des principes qui nous sont chers. D'abord, je vais essayer de vous donner un peu d'éclaircissement sur ce que vous voulez savoir. Le dossier ICC n'est pas n'importe quel dossier. Quand on se met dans le contexte de 2010, c'est un dossier judiciaire, mais également un dossier d'État. C'est un dossier qui a pris une allure très dangereuse dans le pays. Ah bon? Ah oui, très dangereuse. Il faut se rappeler 2010. Les événements de 2010. Et moi, personnellement, s'agissant de mes expériences professionnelles et de ce que j'ai vu avec d'autres aînés, je prends toujours des précautions. Lorsque je dois m'intégrer à une procédure qui a l'allure d'un procès d'État. Je vais vous donner une parenthèse, pour peut-être ceux qui ne le savent pas. C'est à cause d'un procès, à l'époque en 1974, je crois, 1974-1975, qui avait également l'allure d'un procès d'État, l'affaire Kovacs, que l'un de mes anciens, qui ne faisait que son travail, se constituait pour quelqu'un, a été arrêté et condamné sans jugement ici par les révolutionnaires à mort.
Donc, quand vous voyez ces exemples-là qui ont eu lieu sous vos yeux et sous d'autres cieux, et que vous êtes appelé à vous intégrer dans une procédure comme ça, je crois, tirant l'expérience des autres, il faut prendre certaines précautions. Lorsque moi, je voudrais intégrer ce dossier en l'an 2010, j'ai pris la précaution tout simplement de m'assurer au vu de tout ce qui se disait dans le pays, écoutez, M. Guy Aplogan, je voulais une vérité, je suis bien prêt, je vais vous défendre, mais je veux une vérité. La vérité, dites-moi, quels étaient vos liens avec le président, le chef de l'État? Ça, c'était pour moi primordial. Il fallait que je le sache pour savoir s'il fallait que je m'engage ou que je ne m'engage pas. Parce que j'ai dit tout à l'heure ici, c'était un dossier qui prenait l'allure d'un dossier d'État. Et j'ai dit, j'ai connu dans ce pays l'expérience d'un ancien de mes années, je ne vais pas nommer le nom, qui a connu des déboires jusqu'à être contraint à l'exil, condamné à mort dans des conditions manifestement désagréables. Et à votre question, qu'est-ce qu'il vous a répondu en son temps? Il m'a dit absolument non. Il n'avait aucune relation particulière avec le chef de l'État. À partir de ce moment-là, je me sentais donc dégagé et je me faisais la conviction de ce que je pouvais donc prendre ce dossier et le conduire à ma manière, sans risque pour moi-même. Alors donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de travailler jusque-là. Et... Qu'est-ce qui vous a fait ensuite changer d'avis pour continuer l'aventure? Changer d'avis. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, j'ai mis 7 ans. Je reviens à 2011. Bien vrai, il m'a rassuré, il me l'a dit. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'ai également mes appréhensions par rapport à certains éléments, certains faits. Je reviens 2011. Sur tout le parcours, mon objectif, moi, c'est de les faire sortir de la prison. C'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Et jusqu'à l'heure où je vous parle ce matin, mon souhait est qu'ils sortent de là où ils sont. Jusqu'à l'instant où je vous parle. J'ai parcouru ce dossier ce matin en quittant mon bureau. J'ai eu des larmes aux yeux. Parce qu'ils sont, je suis toujours attaché à eux là où ils sont. Et mon souhait est qu'ils sortent de là où ils sont. Alors, donc, je me dis, il fallait, au plan professionnel, c'est ma conviction, lorsque vous avez affaire à une procédure pénale où il y a des victimes, il y a des gens qui sont poursuivis, il faut chercher à calmer les victimes. Et on ne les calme pas en leur redonnant ce qu'on leur a pris. Même si on ne peut pas remettre la totalité, il fallait remettre au moins une partie. Vous étiez aussi dans ce rôle? J'ai joué ce rôle plus que l'avocat des victimes. Évidemment, je ne sais pas si la victime avait même un avocat en ce moment. Je me suis transformé en avocat de victime, pratiquement pour sortir la tête des miens. Monsieur Aplogan, il fallait que je le fasse. C'était cela. Si je ne calmais pas les déposants, pas faisant des gestes, comment je peux, moi, aller dire « sortez-les-moi » C'était demander quelque chose d'impossible. Et surtout qu'en 2010, j'avais également la conviction qu'au plan de la législation du Bénin, il n'avait pas totalement une infraction. Il n'avait pas une loi pénale à l'époque qui réprimait ce truc-là. J'en étais tellement sûr. Et je l'ai manifesté plusieurs fois à l'endroit des autorités politiques du pays, au niveau de garde des Sceaux de l'époque. Je ne suis pas sûr. Il n'en avait pas. Surtout que des expériences de notre pays qui nous est proche, la France, me le démontrait. Parce que ce phénomène, la France l'a connu dans les années 50. Tout à fait. En France. Et celui par qui ça a commencé a été relaxé sur toute la ligne pour infraction non constituée. Alors, on vous voit venir. J'avais cet arrêt sous la main. Alors. Et cet arrêt qui me servait de guide. Mais à condition de désintéresser. C'était ça, dans l'arrêt que j'avais sous la main. À condition de désintéresser. Donc, je tenais au désintéressement et en contrepartie, je demandais la libération. C'était votre. Entre-temps, les choses ont évolué. Du point de vue je viens et en temps, les choses ont évolué en 2013. Le Bénin a eu donc ce test de loi en 2013, donc postérieurement. Mais ce qui n'existait pas en 2010. Alors donc, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie par rattachement à une autre infraction. Ce n'était pas une infraction directe. Alors donc... en 2011 En 2011, oui. Dans ma lutte pour le désintéressement des déposants, je dis, mais... Parce qu'il avait plein de réunions, hein, on faisait tellement de réunions avec le comité de crise. Il fallait évaluer les biens, évaluer les fonds, tout ça. On était à bout de souffle, on n'avait pas grand moyen.
il transparaissait quand même à travers la procédure que certaines personnalités, hauts fonctionnaires de l'État et autres, étaient en rapport avec eux. Et on voyait, par exemple, à la télévision, les images, les dons par ici, les dons par là, les dons par là. Je dis, mais moi, je suis un professionnel, chargé donc de défendre des gens. Je ne vais pas laisser des traces de failles. Et si la seule chose, et je suis dans le besoin de l'argent, il faut que je mette tous ceux qui ont pu en bénéficier à restituer et à ce qu'on puisse situer les responsabilités. Alors, je vous le dis, je me suis permis de rencontrer le chef de l'État à l'époque que je n'avais jamais vu dans ma vie. C'était la première rencontre. La première rencontre sur le dossier, c'est ce qui m'a mis en contact physique avec Yahya Boni, la première fois de ma vie. Il n'en a pas. Quelqu'un vous dit autre chose, dites c'est faux. Et comment ça s'est passé sur le dossier? Parce que j'ai pris une première précaution en 2010. Vous assurez? M'assurer de ça, son implication personnelle éventuelle. On m'a rassuré, il n'en avait pas. Donc, premier élément, réglé. Deuxième élément, dans la recherche de l'argent, je voudrais engager la responsabilité civile de l'État béninois. C'était ça mon objectif. À partir de quelques hauts fonctionnaires autour. Je dis, mais deuxième aspect de la chose, pour me protéger, il faut que je rencontre le premier responsable légal, à son tour du pays. Et il faut que je puisse lui expliquer ce qui m'amène à vouloir agir comme ça. Parce que moi, j'ai besoin de l'argent pour procéder au paiement. Même si je n'arrive pas à tout payer, au moins en partie, et me battre pour le reste, libérer les miens. Surtout que j'avais la conviction qu'une infraction n'était pas constituée légalement et j'en avais la preuve juridique entre les mains. Alors, ce que j'ai fait, le chef de l'État, à son tour, me dit, ah, cet avocat, s'il a eu le courage de chercher à me voir, malgré tout ce qu'il disait à l'époque, parce qu'à ce moment-là, pour le chef de l'État, j'étais un partisan du PRD. Et donc, tout ce qu'il raconte, tout ça sur mon compte, s'il a cherché à me voir, ce monsieur, il ne ment pas. Il ne ment pas, je prends sa démarche très au sérieux. Alors là, je dois agir. Aussitôt, il m'a confié à l'un de ses ministres. Aussitôt sur le champ. C'était? Non, excusez-moi, ses ministres. Oui, voulu, oui. Recevez-le, contactez l'agent judiciaire du Trésor, qu'on contacte le juge d'instruction, que Guillaume Clogan, son client, soit invité en sa présence à donner la liste complète de tous les dignitaires de mon régime, fonctionnaires, grades, tout. Le chef de l'État avait mis cette image-là, donné ses instructions. Tout, qui ont pu bénéficier de 1 franc de lui. Il le disait devant moi. Et aussitôt le lendemain, je me suis porté au ministre, il dit oui, c'est vrai. Donc le ministre dit, on garde contact, on prend une date de séance. Je croyais avoir bien fait. Ça, je croyais avoir bien fait, rassuré donc que je suis en train d'ouvrir les voies. Et vous avez déchanté après? 48 heures, 72 heures après, j'ai déchanté, puisque mon client m'a désavoué. Comment ça? Ah oui, il m'a désavoué, la rencontre n'a jamais eu lieu. Ils sont faits? Bien sûr, il a contesté qu'il ne m'a jamais envoyé procéder à un tel acte. Il ne m'a jamais donné de nom de qui que ce soit. Je suis un menteur, que je sème de la zizanie, une fausse rumeur pour le discréditer. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis retiré tout simplement pour question de dignité, c'est tout. Depuis ce jour-là? Depuis ce jour, question de dignité. Et quand je viens maintenant? Question de dignité, c'était tout simplement ça. Donc, il n'avait pas autre chose que ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure, si éventuellement vous étiez même invité à la criette, vous auriez pu, au regard donc de certaines de ces déclarations, enlever votre robe et demander donc simplement à vous retirer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est resté dans son filet? Non, justement, c'est là où je voulais en venir. Vous comprenez donc que la piste qui m'a été tracée, si j'étais dans la salle et je constate cette déviation brutale, je perds le fil de la défense. Mais maître, qu'est-ce qui peut... Je ne pouvais que perdre le fil de la défense et la seule chose qui me restait dans la salle, c'était tout simplement de m'excuser, de sortir dans le robe et de partir, puisque je ne peux pas me contrarier. C'est ça, justement. Donc, quand les gens s'étonnent, on dit on ne le voit pas. Non, ce n'est pas... Ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois.
Peut-être que pas dans ces détails comme ça. Mais je l'ai expliqué. C'est dans ces conditions que je me suis retiré tout simplement. Mais qu'est-ce qui peut, selon vous, amener votre client à changer de je ne sais pas, je ne suis plus là depuis 7 ans. Bien vrai, quand ça devrait évoluer et aller à la cour d'assises, la première fois, ils m'ont invité à venir. Je me suis dit non, je n'avais plus envie parce que mon rôle d'avocat n'est pas de mentir. Mon rôle d'avocat, c'est d'éclairer. Mon rôle d'avocat, ce n'est pas d'être complice. Est-ce que vous ne pensez pas, vous avez dit que c'est un dossier qui prend les allures de dossier d'État. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que à ce niveau-là aussi, le client a reçu des pressions? Tout est possible. Tout est possible. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier à l'allure d'État. Et tout est possible. Et depuis 7 ans, je me suis mis en retrait, je ne suis plus à faire chose. Bien vrai que je sois toujours là. Et quand je rentre dans les prisons, je les vois. Au moins, je parle avec lui. L'autre ne l'a plus jamais revu. On est à 5 jours de ce projet, à cause il y a maintenant, c'était les sénateurs. C'est un break et la machine va reprendre de plus belle. Mais là, durant ces 5 jours, ça a été 5 jours infernal, 5 jours de révélation pour les téléspectateurs, mais pour tout un peuple. Je dis téléspectateurs, auditeurs, mais pour tout un peuple. On n'a pas perdu une seconde de ce qui a été dit. Et ce qui a frappé l'attention, ce sont les noms qui ont été cités et des niveaux de responsabilité situés. Quand le technicien de droit, tout court, que je considère alors désormais par rapport à ce dossier, parce que sait-on jamais, vous pouvez revenir dans ce dossier-là, puisque vous ne vous êtes pas retiré, mais quand le professionnel suit ces débellages, ces déclarations, avec la mention faite de noms avérés à des niveaux de responsabilité qu'on connaît, qu'est-ce que vous dites? C'est ça qui est regrettable, je l'ai dit tout à l'heure ici. Vous voyez ce que moi-même, avocat, j'ai vécu, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui est regrettable. C'est-à-dire, sachant que ce procès doit pouvoir être diffusé en direct, on aurait dû cadrer. Et le cadrage, ce n'est même pas forcément de leur interdit de dire tout ce qu'ils ont dit. Mais lorsqu'ils mettent en cause une personnalité, quelqu'un, c'est de dire, ah, monsieur, le nom que vous citez là, il n'est pas ici. Et revenez dans le dossier. Mais si on dit ça, ça peut aussi empêcher, non, de connaître la vérité du dossier. Non, ça n'empêche pas. Parce que le juge se donne toujours le temps de réfléchir. Parce que lui, c'est déjà ce dossier, ce qui est dedans. En ne le cadrant pas, la parole de l'accusé, qu'elle soit véridique ou mensongère, est déjà rentrée dans l'opinion publique nationale et internationale. Et sans aucune réserve, vous portez atteinte à l'intéressé, à la personne qu'on est en train de dénoncer. Et ça peut avoir des complications. Si moi je ne vous disais pas ici tout à l'heure, qu'en 2011, c'est en 2011, j'étais moi-même déjà porteur de quelques noms au chef de l'État, et qu'en retour, voici ce qui m'est arrivé. Vous ne pouvez pas le savoir. Non, du tout pas. Et je ne vous ai pas donné les noms dont j'étais porteur ici, je ne les donnerai pas. Voilà donc les problèmes. Donc nous avons, notre métier n'est pas aussi facile. Mais depuis 2011, moi, je n'étais plus là. S'il y a un nom bizarrement qui est revenu ces 5 jours durant et avec insistance dans ce dossier, c'est bien le nom du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Thomas Bouni-Yayi. Et quand je viens maintenant, on a appris récemment que le chef a fini. Il a déposé une plainte pour diffamation et contre aussi bien Tebbenou que Guy Aplogan, l'ex-ministre Zizirokwe, tous ceux-là qui ont cité donc son nom devant cette cour de répression économique et des infractions. Est-ce que vous, parce que d'aucuns pensent aujourd'hui que c'est de l'acharnement politique, d'autres pensent que le chef de l'État doit donc laver également son honneur. Quelle est votre position par rapport à cette citation-là? Je pars d'un fait que celui qui dépose à la barre, je l'ai dit tout à l'heure, il peut mentir. Mais il ne peut pas mentir gratuitement. Ça aussi, il faut le savoir. Je pars aussi du fait que moi-même, je dis le premier postulat de départ, c'était de m'assurer de ça. Et j'ai été rassuré que rien ne le concernait. Je me suis engagé. En 2011, j'ai été un peu plus loin en me plaignant au chef de l'État lui-même, en exposant certains faits, et de là où je voulais en venir. J'ai été désavoué par ceux que je croyais défendre. Ça, je l'ai dit tout à l'heure ici. Alors, donc moi,
la plainte dont vous parlez, je viens donc de savoir une telle chose. Ah bon? Oui. Je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé. Et même si je suis informé, je ne peux rien faire pour ça. Bon, c'est le droit de celui qui se sent diffamé de poursuivre. Bon, la justice va apprécier également son temps. Mais Maître Joël, si vous le permettez, il y a un autre fait donc, dans le développement de ce dossier que nous suivons depuis peu sur la criette. Alors, il y a que Guy Akplogan, de temps en temps, estime que c'est beaucoup plus M. Tebbenou qui est en liaison avec la présidence de la République. Est-ce que, quand on rapproche ces deux faits, votre client n'est pas toujours dans sa logique? Cela est constant. Pour autant qu'il a des dérapages dans leurs déclarations, pour autant il a des constances. Et ça là est constant. Il me l'a dit. Avouez, je n'ai pas moi de contact avec des hommes politiques, cela est clair. C'était Benou qui avait des contacts. Ça, c'est constant. Et sur ce point, il n'a pas varié. Alors, donc, c'est des paramètres dont il faut tenir compte. Et autre constance, vous avez vu, par exemple, parce qu'il dit, moi, pourquoi par moment? Par moment, malgré que je me suis énervé suite à son désaveu au mois de septembre 2011 par rapport à ma personne, je me demande si quelque part il n'avait pas raison, s'il ne se trouvait pas dans sa logique de départ. Mais j'étais un peu mal à l'aise à supporter ça. Parce que les menaces à mon endroit étaient telles que le désaveu, il devrait le porter même à l'endroit, en information au chef de l'État, au ministre, à toutes les personnes dont j'ai eu à évoquer les noms au chef de l'État. Donc je me suis dit, je ne pouvais pas évoluer comme ça en dents de scie dans une procédure. À travers ce dossier, Maître Paul Kato Atita, beaucoup espèrent la manifestation de la vérité, situer les responsabilités, qui sont les vrais fautifs. Les spoliés parviendront-ils à entrer un jour dans leur fond? Quelle est éventuellement la part de responsabilité du premier déposant et des victimes eux-mêmes au besoin? Mais à l'allure où évolue le procès, pensez-vous qu'on parviendra à des réponses subséquentes par rapport à ces préoccupations? Ce qu'il faut craindre, et ce que je crains de loin, c'est que la Cour nous donne si les débats ne sont pas recadrés, et je crois que depuis, nous sommes lundi aujourd'hui, c'est pour ça que jeudi, le jeudi dernier, les choses ont commencé par être cadrées. Ah oui. Et cadrées, il faut espérer que ça se poursuive. Si les choses ne sont pas cadrées comme ça a commencé le jeudi, je crains que la Cour elle-même ne se retrouve dans un embarras finalement. Parce que, en admettant des déballages comme ça, sans émettre des réserves sur ces déballages, je crains qu'elle ne laisse dans l'intention, dans la tête des prévenus, qu'ils sont sur la bonne voie et ils n'ont encore aucune responsabilité pénale. Et alors, à cette allure, je ne sais pas comment la Cour va peut-être motiver sa décision si elle devait rentrer en condamnation pénale contre eux. Parce que si la Cour laisse le terrain libre dans le sens que ce n'est pas vous, et puisque c'est ça ce qu'il démontre tous les jours, en indexant X, en indexant Y, c'est l'autre, et que si la Cour même donne l'impression d'acquiescer à ça, ça va poser un problème à la fin. Parce que d'abord, il faut motiver la décision de leur condamnation. Et si, entre-temps, comme les rumeurs le disent, c'est un deal entre certains dignitaires actuels et les accusés, si c'est un deal, là, nous risquons de tomber encore dans une autre polémique. Parce que s'ils n'ont pas satisfaction de ce qu'on leur a promis pour venir faire des déballages de cette nature aussi élevée, et ainsi de suite, et qu'ils se voient condamnés finalement, les langues vont se délier, ils vont commencer par parler, se plaindre. Avant d'évoluer, mais la piste de deal, quand je viens avec votre mission, mais la piste de deal, est-ce qu'on peut scruter cette piste quand on sait qu'il y a de sérieux faits qui relèvent du dénouement qu'a connu, et surtout de l'éclatement du dossier, et que l'État a tout intérêt à situer une fois pour toutes les responsabilités, et aussi que le timing choisi peut prêter à confusion, comme ça se fait déjà. Qui a intérêt à aller dans un deal, dans un dossier comme celui-là? Je vais en arriver là. Mais vous continuez, je parlais tout à l'heure. Oui. S'ils sont surpris par une condamnation pénale, ils vont commencer par parler.
Et ils vont faire des déballages aussi. Ils ont des avocats qui sont là avec eux aujourd'hui. Ils vont leur faire aussi des déballages. Mais puisque il faut éviter ça. La criette n'offre pas de recours. Bon, il faut éviter ça. Mais il y a un autre problème. Comment satisfaire les déposants? Parce que la Cour doit pouvoir rentrer en condamnation contre quelqu'un pour les déposants. Alors, vous ne pouvez pas rassurer quelqu'un de son innocence et finir par condamner qui pour déposer? Qui pour payer les déposants? Donc, il y a autant de problèmes qui se posent. Donc, c'est pourquoi je parle, il faut recadrer les débats et situer la responsabilité d'une manière objective. Alors, la question de deal. Comment est-ce possible d'aller à un deal dans un dossier aussi sulfureux? Ce dossier est passé premièrement à la cour d'assises, pour ce que j'ai vu de loin. Tout à fait. Première fois, deuxième fois. Il a un confrère qui est intervenu pour eux dans le compte et qui, plusieurs fois, n'a cessé de dire que les procès à la cour d'assises ont été suspendus parce qu'on demandait à mes clients d'appeler le nom de Yahya Boni et ils n'appelaient pas le nom de Yahya Boni. Oui, on se rappelle. Cela est même si sur ce plateau, ça a été dit. Voilà. Donc, tout ça est la preuve. En ce moment, lui, il est beaucoup plus indiqué pour savoir. Et ça, il n'a pas pu le dire si ses clients ne lui ont pas dit. Parce que c'est lui qui était en contact avec eux à ce moment-là. S'il le dit et continue de le dire, c'est qu'ils le lui ont dit. Je ne peux pas l'inventer. Et moi, je ne peux pas douter de sa parole. Ce qui me permet, si je ne tiens qu'à lui, à sa parole, au nom de son serment et de mon serment, la question du confrère, tout au nom de son serment et de mon serment, de croire à ce deal-là. Je ne peux pas douter de la parole de mon confrère. Bon, vous parlez de déballage si éventuellement le deal n'est pas respecté donc de l'autre côté, mais puisque la Cour aujourd'hui, la criette de façon précise n'offre pas donc de recours, est-ce que vous pensez que d'autres déballages pourront faire craindre en tout cas les dignités actuelles? Non, tout ça, ça salit. Ça salit le pays, ça salit l'image. Et ça ne crée pas la concorde entre les Béninois, surtout les hommes politiques. L'intégrité dont vous parlez, elle est subjective. Peut-être que c'est vous qui en donnez une valeur. Non, l'intégrité de qui? Lorsque vous parlez de dignité, de morale, dans ce procès, ça salit d'accord le Bénin, mais ça permet quand même de passer à autre chose. Non, je dis une chose. Ceux qui sont là-bas, ils sont déjà fragilisés. Et on peut se servir de ça pour leur faire toutes sortes de marchandages. Je ne leur en veux pas. J'ai dit tout à l'heure que mon seul souhait, même ce matin, j'ai eu des larmes d'émotion, c'est de les voir sortir de là. 8 ans de détention provisoire, c'est assez, c'est beaucoup. Surtout que je continue d'avoir la conviction moi-même qu'au commencement, il n'avait pas d'infraction. Mais les faits étaient tels qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais c'était ma conviction. Et si j'étais là, c'est ce que je plaiderais pour eux. Mais je ne pouvais pas qu'il soit nécessaire de se servir d'eux pour des considérations d'ordre politique, d'ordre ci, d'ordre ça. C'est l'orientation qui est donnée au débat. C'est ça qui a créé des suspicions dans l'opinion. Et de partout, on dit, ce procès, c'est contre telle personne. Est-ce que les acteurs politiques n'en font pas un peu trop à en ajouter à cette suspicion? Il y a des formations politiques qui ont sorti même des communiqués demandant à ce qu'on arrête un procès d'ordre politique. C'est lié par la période. La période choisie n'est pas indiquée. Nous sommes à une période de pré-campagne électorale. Vous voyez, il n'est pas bon qu'une période de pré-campagne électorale soit choisie pour animer des activités qui sont de nature à affaiblir un potentiel rival à une élection. En droit, devant la justice, vous tenez compte de bien sûr, les contentieux électoraux. Quand vous voyez les motivations des annulations, des trucs, des contentieux électoraux, ce que je dis là est clairement défini dedans. Vous ne pouvez pas choisir une période électorale pour animer une activité, même fût-elle de l'État, qui aura pour conséquence d'affaiblir un potentiel concurrent. Ce n'est pas bon. Le juge électoral en tient compte pour sanctionner. Et c'est là, donc, quand les partis politiques font allusion à la période choisie, non, ils ne se trompent pas, même s'ils n'ont pas fait une analyse juridique sur le point. Mais de deux, c'est le préjudice que certaines paroles portent est irréparable.
Vous parlez de quel préjudice? Est irréparable pour certaines personnes. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir gérer avec tact. Et bon, j'espère depuis jeudi, le tact a commencé. Alors, pour l'essentiel, Maître Pascal Touatita, j'ai posé aussi la question avant. Les préjudices, vous les avez évoqués, mais au-delà des préjudices, il s'agit de cette envie de bon nombre de citoyens d'entrer enfin en possession de ce qu'on pourrait appeler c'est dû, même si la démarche, elle aussi, elle est malsaine de la part des victimes d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on arrivera à situer les responsabilités et permettre à ceux qui attendent d'entrer dans leur fonds d'y entrer? Au début de cette affaire, en 2010, voyant très loin, voyant qu'une procédure criminelle allait prendre du temps et que ça allait affaiblir le dédommagement des victimes, des déposants, bien que je n'en avais pas le pouvoir. Et dans le contexte de l'époque où c'était branle-bas dans le pays, je me suis permis de donner mon point de vue au ministère de la Justice, à savoir, ce dossier, je sais bien que c'est, si on doit l'analyser, si on doit faire une procédure, ça irait au criminel, mais je pense qu'il faudrait même le simplifier en le correctionnalisant. Aller vite, oui, en allant vite à un procès dans une situation flagrante délit rapidement, parce que ce qu'il fallait rechercher, c'était juste une décision de condamnation s'il a lieu. Mais une simple décision de condamnation, même si c'est à 1 mois, 2 mois de condamnation. Un titre de justice pour pouvoir arriver rapidement à récupérer les biens en toute légalité et se mettre à pied d'œuvre pour désintéresser les gens. On a manqué de le faire hier. Et cela, bon, je n'ai pas été suivi, je n'ai pas le pouvoir non plus de m'imposer. On est rentré en procédure criminelle qui, par habitude, est une procédure longue, comme vous le voyez, depuis 8 ans. Mais on n'a pas manqué de saisir les biens de... Mais ça, là encore, il a fallu des concessions. S'il n'avait pas eu de concessions, le juge d'instruction n'aurait pas ordonné les saisies et les ventes. Je me suis battu également pour que nous puissions en arriver là, espérant bien faire sortir les intéressés, parce que c'était important pour moi de les sortir de la prison. Mais à un moment donné, de tout ça, il a eu blocage. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Non. Ils ont vendu les biens quelque part ici à Cotonou. Je me suis battu pour que ce ne soit pas la vente aux enchères publiques, parce que ça ne va pas donner le prix normal. Il fallait peut-être les associer eux-mêmes à une vente de gré à gré pour que le prix soit un peu élevé. Parce qu'ils ont fait savoir qu'une voiture qu'ils ont achetée à 20 millions, ce serait dommage qu'on puisse le vendre à 2 millions. Mais si eux-mêmes devaient être associés à la vente, ils pouvaient le vendre peut-être à 15 millions, à 18 millions. La perte serait moindre. Vous avez été écouté? Je n'ai pas été écouté. Parce que la légalité a primé sur la volonté de réaliser des gains et d'arriver à faire chose. Voilà. Donc on n'est pas resté les bras croisés. On a fait ce qu'on pouvait faire. Tout ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, quand je viens à Métonou, les signaux augurent-ils de ce que ceux-là qui attendent auront finalement gain de cause? Je ne sais pas. Je ne veux pas, moi, aujourd'hui, dire que je vais vous mettre l'eau sur le feu. Je n'ai pas espoir de tout ça. Je n'ai pas espoir de tout ça. Quand je viens à Métonou, les techniciens de droit désespèrent. Et puis ça renvoie aussi encore à cette condamnation dont vous faites tout à l'heure allusion. Est-ce que vous pensez que 8 ans, c'est déjà trop pour une infraction qui n'est pas constituée déjà en 2010? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver aussi à la relâche pure et simple aujourd'hui? Dans l'optique dans laquelle moi je me situais en 2010, si on évoluait un peu dans les trucs, la relâche s'imposait. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le BD n'est pas le nouveau. Oui, mais il y a eu d'autres tests par la suite. La loi de 2013, la loi de 2013 ne peut pas rétroagir en 2010. Important à souligner. Oui, important à souligner. Ne pas rétroagir en 2010. Mais on est en face là d'une déception. Maintenant, oui, même si c'est ça, ça ne peut pas rétroagir. C'est parce que ce procès-là, on tente trop de lui donner une connotation politique. Et cette connotation politique, on tente toujours par tous les moyens de mettre les pieds et les mains de l'ancien chef de l'État dedans. Par tous les moyens. C'est-à-dire que ce qui est simplifié, on laisse. Parce que l'on veut tout simplement, c'est-à-dire que tout coûte que coûte, une personne veut. Une personne. Et c'est ça qui complique la procédure. Donc, vous êtes d'avis avec les citoyens qui pensent que c'est de la distraction? C'est ça qui complique la procédure. C'est-à-dire le vouloir coûte que coûte.
de la tête, des mains, des pieds de Yahya Boni dans la procédure. C'est ça qui complique. Et cela, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est même depuis 2010, parce qu'il faut vous souvenir qu'il a eu à l'Assemblée nationale les opposants de l'époque, une commission parlementaire, une tentative de sa mise en application en 2010. Et qui a échoué en 2010. Qui a connu un échec à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais tant qu'on serait en train de rechercher cela, on ne va que compliquer la tâche. Mais vous ne pensez pas que cette démarche reste une démarche de droit et de raison? Cette démarche, ceux qui ont compétence de la mener en 2010 l'ont initiée, ça n'a pas prospéré. À partir de ce moment, ce qui est du droit commun, qu'on le règle pour pouvoir libérer ceux qui sont détenus et trouver une solution à ceux qui ont déposé leurs sous. Mais quand on cherche toutes les fois à traîner dans ce qui est du droit commun, ce qui relève d'une autre juridiction d'exception qu'est la haute cour, si ça a lieu, ça ne fait que compliquer les choses. Les gens qui, quand on se met là à crier et orienter vers Yahya Boni, Yahya Boni n'est pas justiciable de la cour de criette. Même, il n'est pas justiciable, devant la criette. Il n'est pas justiciable de la criette. Ah bon? Non. Pourquoi? Il n'est pas citoyen ordinaire. Je suis tenté de vous demander, vous avez bien lu les dispositions, il n'est pas citoyen ordinaire de la criette? Il n'est pas citoyen ordinaire. Il a une juridiction spécifique pour lui, qui est prévue par la Constitution. Vous parlez de la haute cour de justice. Voilà, prévue par la Constitution. Mais face à une justice d'exception qu'est la criette aujourd'hui, oui, tout citoyen devrait, en principe, même ceux qui s'imaginent qu'on peut le faire venir témoin là-bas, c'est de l'illusion. Mais je vois des gens qui sont là témoins, je me demande pourquoi ils font là comme témoin. Ah bon? Non, c'est de l'illusion. Vous ne pouvez pas, se planer sur vous. Une menace de poursuite, faire de vous-même un inculpé, un prévenu dans une procédure et vous faire constituer témoin dans la même procédure devant notre juridiction. Donc vous trouvez anormal la présence des anciens ministres? S'ils avaient un bon avocat, ils auraient dit, mais vous ne vous présentez pas gentiment, s'excuser auprès de la cour. Gentiment. Alors, respectueusement. Parce qu'il y a une menace sur leur propre tête. Tout ce qu'ils disent là aujourd'hui, ils ne savent pas ce que sera leur propre procédure. Devant la haute cour, s'ils devaient aller à la haute cour, ils auraient dit beaucoup de choses qui vont leur porter préjudice. Donc, je ne sais à quel moment, devant la haute cour, s'il a lieu. Ils sont justiciables là-bas. Moi, ça dit que c'est des questions de procédure. Moi, je m'arrête là. Donc, si c'est dans l'intention de peut-être faire venir Yahya Boni là-bas qui font tout ça, je dis c'est perdre du temps à ceux qui sont en détention, perdre du temps aux déposants. C'est des choses qui ne sont pas faisables. C'est encore créer des problèmes inutiles pour le pays. Là, ce ne sont pas des propos qui rassurent les déposants parce qu'il ne faut pas les oublier. Nous sommes dans un pays analphabète, il faut le souligner. Les gens croient à tout et à ce à quoi il ne faut pas croire. Et cette affaire, lorsqu'elle a commencé à faire grand bruit, difficile de faire entendre raison, même à ceux qui auraient pu entendre raison. On croyait toujours que 5 francs peut donner 500 francs. Et paradoxalement, il y en a qui ont déposé 5 francs et ont pu obtenir 500 francs. Ils ont continué, mais il y a eu des morts dans cette histoire. Il y en a qui vivent encore et qui espèrent pouvoir entrer en possession de leur fonds. Mais quand suit le technicien de droit, quand devient bétonneau, on a l'impression que c'est de l'illusion. On a peur et puis c'est pourquoi tout à l'heure je demandais si M. Katatita rejoint un peu ces nombreuses populations qui pensent que c'est de la distraction parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à gagner parce qu'ils savent que d'une manière ou d'une autre, l'État ne pourra donc plus rembourser les frais. D'ailleurs, il y en a qui sont aujourd'hui au gouvernement, qui avaient promis quand même rembourser les spoliés dès qu'ils sont aux affaires, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour pouvoir partir donc de cette émission? Je crains que ce ne soit un second mois pour les spoliés, tout simplement. Alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu, je ne vais pas conclure à sa place. Quand je viens Métonou, merci, même si le mot de la fin est douloureux. Tout à fait. Merci aussi à vous, M. Paul Kato-Atita, mesdames, messieurs, à faire ici ce service. Un rendez-vous qui est tenu, mais à l'arrivée pourrait accoucher d'une souris pour ceux qui attendent d'entrer en possession de leur sous. Mais pour l'instant, le procès est toujours en cours. On suit de près pour vous. On reviendra ici pour d'autres faits, d'autres analyses au besoin. On vous quitte sur cette citation de l'écrivain, poète, aviateur et reporter français, comme on l'aime, Antoine de Saint-Exupéry. Il dit ceci: faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Et rêvez simplement gros et beau. Merci d'être toujours en permanence là. À très bientôt.